Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Claire. Bonjour Ophélie, bonjour à tous et à toutes. Alors avec Claire, aujourd'hui, on va parler de yoga et d'argent et c'est notamment un sujet qui est très important si vous souhaitez vous reconvertir sur les métiers du bien-être et créer votre activité autour du yoga. Mais avant de passer à l'interview, je vous invite à vous abonner à Frico Féminin et à télécharger votre bonus dans la description, les 6 clés pour libérer votre potentiel et vous libérer financièrement. Claire, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel a été ton parcours et comment tu en es arrivée à vouloir monter ton activité en présentiel et en distanciel autour du yoga? Oui, bien sûr. Alors, moi donc je viens, d'abord des métiers du commerce. J'ai été ingénieure commerciale pendant 10 ans et ensuite conseillère professionnelle dans la banque. Alors, il y a un grand pas, en apparence entre les 2, hein. J'ai même écrit un article, de banquière à prof de yoga. Mais en réalité, le chemin n'était pas si, atypique dans le sens où, en devenant, à mon compte, j'ai dû utiliser de nombreuses compétences de vente et garder en tête cet esprit d'entrepreneuriat, de prospection. J'ai même été, distribuer mes flyers dans les entreprises de mon quartier. J'ai passé des coups de téléphone à coups de fichiers Excel dans les EHPAD pour donner des cours de yoga sur chaise et tout ça, c'est des choses que j'ai pas peur de faire parce que je l'ai fait, toute ma vie quasiment. Et après, ce qui m'a poussée à me reconvertir, c'est tout simplement que je pratique, moi-même le yoga depuis une quinzaine d'années. Et puis j'avais d'ailleurs démarré ma reconversion à la base comme coach de vie autour, des compulsions alimentaires puisque, ça fait partie de mon histoire. C'est quelque chose que j'ai vécu pendant plus de 10 ans et dont je suis sortie en partie grâce à du coaching d'ailleurs et j'ai voulu à mon tour accompagner d'autres femmes à manger librement et s'aimer. Parce que je l'ai vécu moi-même comme une vraie renaissance et c'est vrai que c'était un sujet qui me tenait à cœur et je parle de tout ça parce que je pense que c'est important quand on se reconvertit de voir que le chemin n'est pas linéaire. Si je donne ma présentation aujourd'hui, j'aide les femmes rondes à s'épanouir à travers le yoga. On peut penser que paf, je suis passée de banquière à, prof de yoga avec, ma niche et tout ça. Mais en réalité, tout ce processus, il a pris, des années. Donc voilà, c'est en faisant une formation de prof de yoga d'abord pour mon propre intérêt que j'ai découvert ce que je pense être, ma vocation et j'ai eu cette petite étincelle qui s'est allumée en moi et je pense que s'il y a des auditrices qui nous regardent et qui sont dans les métiers du bien-être, bah, vous sentez au fond de vous cette envie d'aider, d'apporter quelque chose aux autres, quelque chose qui vous a vous-même aidé, hein, dans votre parcours et je pense que c'est ça le vrai moteur auquel il faut s'accrocher parce qu'il y a des moments, très difficiles, comme il y a des moments très sympas. En fait, tu as cherché à concilier tes compétences avec ton parcours de vie et tes passions. Oui, c'est ça. Après, c'était pas vraiment une démarche rationnelle, c'était plus une démarche qui venait des tripes. En fait, ça vient de mon vécu, ça vient du fait que j'ai couru un marathon en 2018, alors que je me pensais trop grosse pour le faire et que j'ai réussi à courir 5h04 sans m'arrêter. Et je me suis dit, mais tout est possible du moment qu'on se donne les moyens et je veux aider d'autres femmes à croire en leurs rêves et à les accomplir. Et en particulier celles qui se pensent trop grosses, parce que c'est un vrai problème qu'il y a dans notre société, c'est l'importance qu'on donne à la minceur, qu'on associe à la santé, à la beauté. Et moi-même, j'ai failli ne pas faire cet exploit et ce rêve qui était le marathon de Paris. J'aurais pu ne pas m'autoriser à devenir prof de yoga de peur d'être jugée par les autres. Même si j'ai un petit peu perdu aujourd'hui, je reste la moins mince, on va dire, des profs de yoga que je connais. Et en fait, j'avais peur qu'on me regarde comme ça en disant, toi, prof de yoga, et qu'on me riait au nez. Et finalement, ce qui était ma peur au début, ben, c'est ce qui est devenu ma force. Parce que là encore, c'est une spécialisation qui est arrivée au bout de quelques années, où je suis partie de ma propre souffrance, où en cours de yoga, un prof m'a donné une consigne dans la posture de la charrue. Je ne sais pas si tu vois, c'est une posture où on a les jambes renversées derrière la tête, comme ça. Et moi, j'avais en fait ouvert les jambes pour laisser de l'espace pour respirer entre ma poitrine, mon ventre et mes cuisses. Et le prof m'a dit non, Claire, il faut serrer les jambes. Donc je l'ai fait parce que je pouvais le faire, sauf que j'étais pas du tout à l'aise. Et en fait, ça a mouliné dans mon cerveau et plus tard, je me suis dit: «Mais moi, j'étais vexée, en fait, de sa remarque». Mais si une personne n'est pas en capacité physique de le faire ou si la personne n'a pas assez confiance en elle, il y a de quoi être dégoûté et plus jamais remettre les pieds en cours de yoga avec un truc pareil. Mmh. Ça paraît tout bête, mais c'est profondément humiliant parce que ça touche à ton corps
Et le yoga, ma philosophie, c'est que c'est pour tous les corps et qu'on doit se sentir confortable dans les postures. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à me spécialiser parce que moi-même, j'ai vécu des souffrances liées à mon poids et que j'ai eu à cœur d'aider d'autres femmes à se libérer de ces souffrances-là. Après, il y a une autre souffrance entre le yoga et l'argent, qui on va, je pense, parler un peu plus. Et souvent, c'est important ce que tu viens de souligner parce que ce qui fait notre rareté et la valeur de nos offres, c'est leur spécificité et le fait qu'on ose se nicher et de ne pas vouloir aider tout le monde et paraître parfaite pour aider les bonnes personnes, parce que quelque part, nos clients et nos clientes de cœur. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que l'erreur qu'on fait tous quand on débute, et ce qui est aussi un chemin normal selon moi, c'est, comme tu dis, de vouloir aider tout le monde. Mais au début, dans mon cas, les cours de yoga, ben, j'étais obligée de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de cours de yoga à tout le monde. Déjà, un, pour gagner des sous, parce que plus on se limite et plus, bah, au début, c'est difficile forcément de trouver des opportunités. Et puis ensuite, de soi-même, se forger son expérience. Et c'est en enseignant à tout public que je sais que finalement, j'aime bien donner des cours en EHPAD à des personnes âgées, j'aime bien donner des cours à des personnes grosses, j'aime bien donner des cours à tel et tel public, plus qu'à un autre. Et voilà, donc c'est un processus en fait, selon moi. Et cette croyance limitante, qu'il est bon d'aider tout le monde, tu l'avais également? Bien sûr, bien sûr. Et c'est super dur au début. Je m'arrachais les cheveux parce que je savais qu'il fallait se spécialiser. J'ai des coachs qui me disaient trouve ta niche et ainsi de suite. Mais j'étais là, je faisais mon ikigai, mission, passion, machin. Ok, mais comme je te disais au début, moi j'étais dans le coaching de vie et il m'a fallu 6 mois pour trouver mes premières clientes en fait. 6 mois, c'est énorme quand tu es là à te dire mais comment je vais vivre, comment ça va marcher et tout ça. Et puis voilà, de coach de vie. Alors, j'ai gardé cette casquette de coach, mais qui part un petit peu moins importante. Mais voilà, l'évolution en fait, avec le temps. Et je pense que c'est important de se donner aussi ce temps. Et après, il y a l'aspect financier qui peut mettre une pression. Mais l'idéal, c'est quand on se lance d'avoir une sécurité, qu'elle soit le chômage, qu'elle soit des économies, peut-être un soutien du conjoint, pour ne pas avoir cette pression en plus de l'argent. Parce que c'est déjà assez difficile, je trouve, de savoir où on va, ce qu'on veut faire, trouver ses premiers clients et tout ça. Donc, si en plus on a le stress financier, ben, je pense qu'on peut vite être découragé et peut-être même retourner dans le salariat assez rapidement, quoi. Et oui, un projet entrepreneurial, ça se bâtit, il faut se laisser le temps parce qu'en fait, c'est aussi le temps d'affiner ce qui nous va bien et ce qui fait écho à notre propre parcours et à notre vraie volonté entrepreneuriale. Exactement. Du coup, quand tu as monté ton projet d'entreprise, quelles ont été les réactions de tes anciens collègues qui venaient du monde du marketing et de la banque? Oh, ben, mes anciens collègues, en fait, moi, j'ai un tempérament assez transparent, donc j'en ai parlé à l'époque. J'ai cumulé les deux pendant 1 an et demi. Hein. C'était pas lundi, j'étais à plein temps dans la banque et mardi, j'étais à plein temps dans le yoga. C'était 1 an et demi où je me formais tous les soirs, tous les week-ends, toutes les vacances, où je faisais mon blog, où je trouvais mes premiers clients, mes premiers élèves. Et tout ça, j'en parlais assez ouvertement dans le cadre de mon travail, que j'ai réalisé jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier jour de contrat dans la banque. J'ai fait mon travail. Mais malgré ça, ça a été mal vu parce qu'on pensait que je n'étais pas capable de m'impliquer en ayant un projet à côté. Et c'est bien dommage parce que est dans un monde où il y a beaucoup de slashers. Slasher, c'est quand on cumule 2 professions ou plus. Et je pense que c'est aussi des choses qui conviennent à beaucoup de tempéraments, des tempéraments comme le mien, où on s'ennuie vite, on a besoin de faire plein de choses différentes et à la fois. Et ce qui n'empêche pas d'être à fond dans chaque projet, dans chaque métier. Donc la réaction, ça a été plutôt ça. Et après, ma famille, c'était surtout un peu le côté, mais ça va pas la tête, tu es en CDI dans la banque, tu as les tickets restaurants, le pass Navigo remboursé, la retraite, tout ça. Et tu vas te lancer prof de yoga, quoi. Et puis forcément, les peurs qu'on me renvoyait. Et ça a été difficile parce que moi-même, j'ai toujours eu ce feu sacré depuis que j'ai commencé ma reconversion. Mais on a beau avoir le feu sacré, si on commence, qu'on ne trouve pas nos premiers clients tout de suite et que notre famille nous dit mais ça ne marchera pas, mais c'est la crise, mais ceci, cela, comment tu vas faire, ben, au bout d'un moment, on finit, on n'est pas complètement hermétique non plus. Donc, j'ai pris un petit peu de distance, le temps de me construire. Et puis, finalement, ben, j'ai une foi tellement inébranlable en ce que je fais que
Quand j'en parle autour de moi, tout le monde me dit: «Mais c'est super, mais ça va marcher». Ma famille, elle a fini par, accepter, je dirais même peut-être me soutenir, mais Alors en plus, tu t'es lancée sur une activité, le yoga, où souvent on a tendance à opposer matérialité, donc c'est-à-dire argent, et spiritualité et bien-être. Quelles ont été les réactions de tes clients ou clientes potentielles et des autres profs de yoga? oui, alors, pour mes élèves, en fait, le rapport à l'argent, il vient pas tellement de mes élèves, il vient surtout de moi. C'est-à-dire que quand on commence à enseigner ou pratiquer, une activité, de bien-être, ben, souvent on n'ose pas, déjà se faire payer ou se faire payer un vrai prix et notamment quand j'ai commencé comme coach, je proposais tout du moins des séances d'accompagnement offertes, de 30 ou 45 minutes ayant pour but que les gens voient mon travail, aient confiance et reviennent. Sauf qu'en fait, ça n'a jamais marché. C'est-à-dire que les gens prenaient le coaching gratuit et je les revoyais jamais derrière. Et puis un jour, on m'a dit ce qui est gratuit n'a pas de valeur, arrête de faire des appels découvertes et tu vends direct. Et ben, ça m'a débloqué parce que dans ma tête, j'ai enlevé cette croyance. J'avais suffisamment pratiqué gratuitement, j'avais fait du mentorat, j'avais fait du coaching, j'avais pratiqué aussi sur des proches et tout ça. Et donc finalement, j'avais réussi à faire cette bascule dans ma tête de me dire, OK, tout ce travail, toute cette formation, ça a de la valeur, j'ai des choses à apporter. Et la personne en payant, elle va aussi s'engager. Et ça, c'est encore plus vrai en coaching, parce que plus on paye cher, et plus on s'investit, et plus ça marche. Et c'est un truc de fou, en fait, il n'y a pas vraiment de limite. Et c'est vrai que j'étais la première à juger, et encore aujourd'hui, hein, ça m'arrive de juger certains coachs, certaines personnes qui facturent des milliers et des milliers d'euros, parce que finalement, le service, entre 50 et 5 000 euros, on ne peut pas dire que la qualité, elle soit exponentielle, mais je pense que symboliquement, la valeur qu'on investit a une vraie puissance dans notre engagement. Et le fait de comprendre ça, déjà, un, ça m'a débloqué, et puis deux, c'est travailler sur soi-même, sur ce qu'on entend souvent sous le nom du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire oui, mais moi je débute, oui, mais les autres, ils sont mieux, ceci, cela. Ben, du moment qu'on a un temps d'avance, on peut toujours aider quelqu'un en fait. Et on a toujours quelque chose à apporter. Donc, avec l'expérience, on peut aussi réévaluer nos tarifs. Et c'est ce que j'ai fait, c'est qu'entre année 1 et année 2, par exemple, mes cours particuliers, j'ai augmenté le tarif horaire. Il y a des choses toutes bêtes aussi quand on se lance dans l'entrepreneuriat. La première année, on a un petit cadeau de charges et d'URSSAF. Et l'année d'après, ça double. Donc finalement, si nos tarifs restent les mêmes, ben, on se retrouve, c'est pas parce qu'on paye 50 euros un cours particulier qu'il y a 50 euros dans ma poche. Au final, il reste à peine 25-30 euros dans ma poche. Donc si on ne répercute pas aussi les charges qu'on a et qu'on ne réfléchit pas entre la différence chiffre d'affaires, rémunération nette, on risque vite de ne pas pouvoir survivre financièrement en étant à son compte en fait. Alors finalement, générer de la valeur et se faire payer à sa juste valeur, c'est une manière d'assurer la durabilité de son business. Exactement, générer de la valeur et considérer sa propre valeur aussi. Mmh. Donc tu as fait un gros travail là-dessus. Finalement, c'est avant tout un parcours intérieur, la question de la fixation des prix qu'on propose sur nos prestations dans nos entreprises. Oui, tout à fait, c'est un vrai parcours intérieur. Ça prend du temps de s'autoriser à fixer un prix digne de ce nom, voire à l'augmenter avec le temps. Et aussi une chose qui permet d'augmenter plus facilement son tarif, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire se spécialiser, se nicher. Moi, prof de yoga pour femmes rondes, il y en a quasiment pas ou très, très peu. En tout cas, dans mon quartier, dans ma ville, je suis la seule et pas plus tard qu'hier, j'ai une nouvelle élève en cours particulier à qui j'ai demandé comment elle m'avait, trouvée. Elle m'a dit: «Ben, sur internet, je travaille dans la ville, j'ai cherché prof de yoga, à Montrouge et mon site s'appelle Yoga Ronde» et ça lui a plu, en fait, mon approche, spécialisée de yoga pour, femmes rondes et c'est grâce à ça qu'elle est venue et puis, à partir du moment où mes tarifs sont clairs, maintenant je fonctionne, par exemple, mes élèves en cours particulier, je fais plus de cours à l'unité parce que moi j'ai envie d'accompagner mes élèves un peu comme un coaching sur une durée. J'ai envie d'engagement, j'ai envie qu'ils vivent une vraie transformation et du coup, j'ai décidé de faire des systèmes de forfait en fait, avec une durée assez longue et un nombre de cours défini pour, pouvoir, les aider à vivre cette transformation. Et voilà, tout ça, c'est des idées qui me sont venues en cours de route, mais qui sont aussi plus confortables pour moi parce que tout le travail pour trouver un élève, finalement,
Bah, derrière, une fois que mon élève est acquis, je sais que je l'ai, sur une certaine période et qu'on va pouvoir faire un bout de chemin ensemble. C'est plus intéressant pour moi. J'estime que c'est aussi plus intéressant ou tout du moins, c'est ce que je veux apporter à mon élève et côté financier, ben, voilà, je sais que je peux avoir, 2-3 élèves parce que niveau temps, je peux pas non plus me cloner, mais jusqu'à, on va dire 3 élèves en cours particulier, c'est jouable et Du coup, quels seraient les meilleurs conseils que tu pourrais donner à une femme qui voudrait se lancer justement sur des métiers du bien-être, et éventuellement du yoga? il y a un sujet dont on n'a pas parlé aussi et je pense que c'est important de le dire, c'est, se libérer du regard des autres. Enfin, on en a parlé, mais pas de la façon, dont je voudrais y venir. C'est que moi, j'ai tendance à être assez, ouverte sur les questions d'argent, à donner, comme ça librement mes tarifs et cetera et notamment, il m'est arrivé une anecdote, récemment, j'ai un groupe Facebook, Yoga pour tous où, récemment une personne me demandait des conseils sur, comment donner des cours en EHPAD, en maison de retraite et combien facturer. Et moi, je lui ai partagé mon expérience en lui expliquant que c'était des cours, que moi je faisais, que j'aimais beaucoup, mais qui étonnamment, parce que ce sont les moins physiques, sont les plus énergivores. Ça demande énormément d'énergie, d'attention, des compétences particulières aussi, que ce soit anatomique, mais aussi dans l'empathie, dans la patience, de gérer un public, voilà, qui n'a pas toujours toute sa tête, qui n'a surtout pas toute sa mobilité. Et à la fin de ce poste, je lui donnais mon tarif horaire et je savais au fond de moi que j'avais tort, mais j'ai quand même voulu essayer pour voir sa réaction et dans le but aussi de l'aider. Parce qu'il y a cette espèce de fichu blocage dans la tête de 80 des profs de yoga, de dire, «Mais il faut pas facturer trop, limite ça devrait être gratuit, sinon, c'est scandaleux», je sais pas quoi et je lui ai donné mon tarif et sa seule réaction à mon poste, c'était de reprendre le tarif et de mettre 3 points d'interrogation, point d'exclamation derrière. Sa réaction m'a surprise, mais pas tant que ça, parce que l'argent reste énormément tabou. Et je trouve ça bien dommage parce qu'un prof de yoga qui ne se fait pas payer suffisamment ou qui accepte des cours très peu rémunérés, ça dévalorise toute la profession. Et moi, ça a été mon cas au début. J'ai donné des cours en salle de sport qui sont rémunérés à un tarif très bas, mais j'ai fait du volume. Sauf que pour donner un cours d'une heure, derrière, il y a 1 heure de trajet la plupart du temps, une demi-heure pour y aller, une demi-heure pour revenir, le temps de préparation du cours et le temps d'arriver aussi en avance. Donc, ramener au tarif horaire, en fait, c'est même pas le SMIC. Et c'est impossible de vivre avec un tarif pareil et encore, si on pouvait en vivre, il faudrait donner 30 heures de cours par semaine, mais ce qui est impossible physiquement et impossible compte tenu des trajets, des déplacements, etc. Donc, ça m'a un petit peu agacée de voir cette réaction de croyance limitante sur l'argent, parce que pour moi, prof de yoga, c'est un vrai métier. C'est un métier qui mérite d'être reconnu, qui mérite d'être valorisé. Et valoriser, ça passe aussi par l'argent. Je pense que le conseil que je donnerais aux entrepreneurs qui se lancent, et notamment dans le bien-être, c'est de se forger une carapace sur toutes les remarques que vous allez subir sur l'argent. Commencez par prendre confiance en vous, confiance en ce que vous pouvez apporter, confiance en vos formations. Votre expérience, elle va se construire petit à petit et vous pourrez toujours augmenter vos tarifs au fur et à mesure, mais évitez de faire du gratuit. À part éventuellement si vous avez besoin de vous faire la main, d'expérimenter, de récolter vos premiers témoignages. Mais après ça, stop. Ne faites pas du gratuit, ça dévalorise votre profession et vous-même, ça ne va pas vous servir. Donc, il faut vraiment dépasser votre premier barrage qui est vous-même et ensuite se forger une espèce de carapace pour avancer, faire son bout de chemin, trouver des moyens parfois créatifs, comme combiner pourquoi pas les offres en ligne avec des offres en présentiel, pour pouvoir vivre pleinement de son activité. Et l'avantage qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on n'a pas de limite, contrairement au salariat. J'aime beaucoup ce que tu disais parce qu'une des clés, c'est d'arrêter d'opposer le physique et le numérique, l'argent et la spiritualité. Tant qu'on oppose et qu'on juge à l'intérieur de nous, on n'arrive pas à avancer sur ces sujets. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter Je pense que c'est important de continuer à se faire soi-même coacher quand on est entrepreneur. Parce que nous-mêmes, on a toujours un angle mort et l'argent, c'est quand même un sujet important, voire central si on veut vivre de son activité. Et si vous voulez vivre confortablement ou un minimum de votre activité,
Je pense que c'est important d'avoir un regard extérieur, et puis, continuer ce chemin, ce travail sur vous-même qui est super intéressant et prendre du plaisir surtout en chemin. Parce qu'on pense qu'un jour on sera arrivé, mais le jour où on arrive là où on voulait, ben, on voudra toujours quelque chose de plus. Donc, on sera toujours dans cette quête perpétuelle de vouloir plus, plus, plus. Donc, profitons du chemin, quel qu'il soit, avec ses hauts et ses bas. Mais la vie, c'est maintenant. L'argent, pour moi, ça ne doit pas être un moyen, un objectif unique. C'est que un instrument finalement pour développer mon entreprise et aider encore plus de monde. Et puis pour pouvoir tout simplement vivre. Mais voilà, je pense que ça ne doit pas être un sujet tabou. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin dans votre parcours d'entrepreneur. Et oui, finalement, l'argent n'est qu'un moyen et la fin, c'est d'avoir la vie qu'on a envie d'avoir et le but du jeu, c'est de profiter du voyage. Exactement. Et je tiens à partager également une actualité qui me tient très à cœur, puisque j'organise un sommet en ligne pour prendre soin de soi à tous les poids et se libérer de la culture des régimes. Donc, ça va vous aider à vous accepter tel que vous êtes et pouvoir manger sereinement. Il y aura des psychologues, des diététiciennes qui seront là pour donner des conférences. Donc, il y a 8 conférences offertes sur inscription. Je te remercie Claire et donc vous retrouverez tous les moyens pour contacter Claire et Yoga Ronde dans la description de cette interview. Merci à toi. Merci Ophélie et merci à toutes et à tous.